Il y a un schéma dans l'histoire, un schéma que personne ne t'explique à l'école, mais qui a déjà détruit trois superpuissances mondiales en moins de 500 ans. L'Espagne impériale, l'Empire britannique, l'Union soviétique. Et aujourd'hui, en 2025, les États-Unis suivent la même trajectoire, étape par étape, presque comme si quelqu'un lisait le même script, mais en changeant juste les noms et les dates. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce schéma en 7 étapes. On va voir comment ces trois empires ont chuté, pourquoi tous pensaient à être différents, et pourquoi certains analystes disent que l'Amérique est déjà au stade 5 sur 7. Si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais les infos, la dette, les guerres ou le dollar de la même façon. Et crois-moi, ce n'est pas juste de la géopolitique abstraite, ça touche ton épargne, ton job, ton futur. Avant de continuer, si tu aimes ce genre de contenu, calme, structuré mais sans langue de bois, pense déjà à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça nous permet de continuer à produire des vidéos qui vont plus loin que les titres alarmistes. Revenons au schéma des 7 étapes. Ce schéma commence toujours de la même façon. Un pays devient la puissance dominante. Il contrôle la monnaie que tout le monde veut, il possède l'armée que tout le monde craint, il impose ses règles au commerce mondial, aux institutions, aux alliés comme aux ennemis. C'est ce qu'a été l'Espagne au XVIe siècle, ce qu'a été la Grande-Bretagne au début du XXe siècle, ce que l'URSS pensait devenir avec le communisme, et ce que sont les États-Unis depuis 1945. Le point de départ, c'est toujours la même illusion. Nous sommes trop puissants pour tomber. Notre monnaie sera toujours demandée. Notre armée sera toujours victorieuse. Les règles ne s'appliquent pas à nous. Regarde l'Espagne des années 1500. Après la découverte des Amériques, elle contrôle des mines d'or et de argent jamais vues auparavant. Des galions entiers rentrent en Europe chargés de métaux précieux. Le réal espagnol devient une sorte de devise mondiale. Tous les empires du continent veulent du vrai argent espagnol. Sur le papier, c'est le jackpot total. Et c'est là que commence la première étape. Étape 1, surextension militaire. Quand tu crois que ta puissance est illimitée, tu te permets tout. L'Espagne finance des guerres partout, contre les Ottomans, contre la France, contre l'Angleterre, contre les révoltes aux Pays-Bas, sans parler des campagnes en Amérique et en Asie. L'empire s'étale sur plusieurs continents, les coûts explosent. Mais comme l'or et l'argent continuent d'arriver, on se dit que ça va passer. La deuxième étape suit presque automatiquement, étape 2, dégradation de la monnaie. Quand les recettes normales ne suffisent plus, les impôts, les taxes, l'État commence à tricher avec la monnaie. L'Espagne mélange du cuivre dans ses pièces d'argent. La valeur faciale reste la même, mais la valeur réelle baisse. L'inflation grimpe, la confiance recule. Les marchands commencent à refuser les pièces officielles ou à les accepter avec une grosse décote. La monnaie qui faisait la force de l'Empire devient un problème. Ensuite arrive étape 3, spirale de dette. Quand tes guerres continuent, que tes dépenses restent énormes, que ta monnaie perd en crédibilité, tu te finances par la dette. Tu empruntes, puis tu empruntes encore pour rembourser ce que tu as déjà emprunté. L'Espagne déclarera faillite à plusieurs reprises en quelques décennies. Chaque fois, on promet des réformes. Chaque fois, on recommence. Et ce qui est frappant, c'est que la richesse brute ne sauve pas un empire. Tu peux avoir tout l'or du monde et finir en ruine. Pourquoi? Parce qu'après la dette vient l'étape 4, la perte de capacité productive. Quand tu peux tout acheter à l'étranger, tu arrêtes de produire chez toi. Pourquoi investir dans l'agriculture si tu peux importer? Pourquoi développer une industrie si l'argent coule à flot? En Espagne, la noblesse méprisait le travail productif. Le pays s'est vidé de ses créateurs, de ses artisans, au profit de la consommation et du prestige. L'or arrivait et repartait aussitôt pour payer des produits étrangers. Et puis, comme toujours, le socle social finit par céder. Étape 5, déclin social. L'économie se grippe, la pauvreté augmente, les élites se protègent, les plus talentueux partent ailleurs. Les rues se remplissent de mendiants, les classes moyennes se fragilisent, la confiance dans les institutions s'effondre. Sur la carte, l'Empire existe encore. Dans la réalité, il est déjà en train de mourir. Ce schéma, on le retrouve aussi chez les Britanniques. Au début du XXe siècle, l'Empire britannique contrôle un quart de la surface de la planète. La livre sterling est la monnaie de référence mondiale. Londres est la capitale financière de la Terre.
Mais les coûts pour maintenir cet empire sont gigantesques. 2 guerres mondiales plus tard, la dette explose, l'or s'évapore, la monnaie décroche et l'empire se disloque. Le super-empire devient un pays développé parmi d'autres, avec un passé glorieux et un futur plus modeste. Même chose pour l'Union soviétique, surarmée, surengagée, mais avec une économie incapable de suivre. L'URSS s'effondre non pas sous une invasion, mais sous son propre poids économique. En moins de 3 ans, un bloc présenté comme éternel disparaît. Et maintenant, la partie qui dérange, les États-Unis suivent le même schéma. Même type de surextension militaire, même tendance à la création monétaire massive, même spirale de dette, même affaiblissement de la base productive, même tension sociale croissante. Certains disent que les États-Unis sont déjà au stade 5. Il ne resterait donc que 2 marches à descendre, la perte du statut de monnaie de réserve mondiale et l'effondrement final. Dans la deuxième partie, on va regarder ces 7 étapes une par une et on va les appliquer aux États-Unis, concrètement avec des exemples. Base militaire, dette, dollar, industrie, société. Si tu veux vraiment suivre toute la logique jusqu'au bout, reste bien avec moi. Et si ce que tu entends t'aide à y voir plus clair dans le chaos actuel, abonne-toi maintenant. Comme ça, tu ne perds pas les prochaines vidéos sur les grandes transitions économiques que les médias n'analysent jamais en profondeur. Les 7 étapes appliquées aux États-Unis, stade 1 à 5. Maintenant qu'on a vu le schéma sur l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'URSS, on va faire quelque chose de plus dérangeant, appliquer ces 7 étapes aux États-Unis. On ne parle pas d'un pays marginal, mais de la principale puissance militaire, monétaire et culturelle du monde depuis 4-20 ans. On commence par étape 1, surextension militaire. Les États-Unis, c'est plus de 750 bases militaires dans plus de 420 pays. Des troupes dans plus de 150 pays, des engagements formels pour défendre l'Europe via l'OTAN, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, des interventions au Moyen-Orient, des alliances en Asie pour contenir la Chine, tout en surveillant la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. La facture annuelle dépasse les 800 milliards de dollars. C'est plus que les 10 pays suivants réunis. Sur le papier, c'est impressionnant, mais le problème n'est pas juste le montant, c'est la combinaison. Matériel vieillissant et difficulté de recrutement, engagements multiples que même une superpuissance a du mal à honorer. Si demain plusieurs crises éclatent en même temps, un conflit ouvert avec la Chine autour de Taïwan, une escalade majeure en Europe de l'Est, une crise énergétique au Moyen-Orient, la question est simple. Les États-Unis peuvent-ils vraiment tout gérer à la fois ? L'histoire des empires dit non. Et c'est là que le mot surextension prend tout son sens. Étape 2, dégradation de la monnaie. L'Espagne a mélangé du cuivre dans ses pièces. Les Britanniques ont fini par abandonner l'or. Les Soviétiques avaient une monnaie que personne ne voulait. Les États-Unis, eux, ont quitté l'étalon or en 1971. Depuis, le dollar est une monnaie 100% fiduciaire, c'est-à-dire basée sur la confiance et sur la capacité de l'État à lever l'impôt et à imposer son système. Depuis les années 2000, la quantité de dollars en circulation a explosé. Depuis 2020, les programmes de soutien, de relance, de sauvetage de l'économie ont injecté des milliers de milliards nouveaux dans le système. On ne mélange pas du cuivre dans des pièces, on crée de la monnaie par la dette, par les banques centrales, par les programmes d'achat d'actifs. Et les mécanismes ont changé, le résultat est le même, la monnaie est diluée. Tant que le reste du monde accepte le dollar comme monnaie de réserve, ça fonctionne. Mais plus tu crées de dollars, plus tu prends le risque que quelqu'un, quelque part, se demande. Et si on trouvait une alternative ? Étape 3, spirale de dette. La dette publique américaine dépasse désormais largement le niveau de production annuel du pays. Les intérêts payés chaque année explosent. Une part croissante du budget de l'État sert uniquement à payer les intérêts de dettes passées. Et en même temps, le gouvernement continue de creuser le déficit, même en période de croissance et de relative paix. On ne parle plus de s'endetter en période de crise pour ensuite rembourser en période faste. On parle d'un modèle où le déficit devient structurel. C'est exactement ce qu'on a vu dans les empires précédents. L'Espagne qui fait faillite à répétition, la Grande-Bretagne qui sort victorieuse de 2 guerres, mais écrasée de dettes, l'URSS qui arrive au bout de ses ressources. La spirale de dette, ce n'est pas seulement on doit beaucoup d'argent, c'est on doit tellement d'argent qu'on doit s'endetter encore plus rien que pour payer les intérêts.
À ce moment-là, la question n'est plus combien doit-on, mais combien de temps les créanciers vont-ils accepter ce jeu. Étape 4, perte de capacité productive. Et c'est l'une des étapes les plus sous-estimées. Un empire peut continuer d'imprimer de la monnaie, de gagner des guerres, de produire des films, de dominer culturellement, tout en perdant petit à petit sa capacité réelle à produire des biens essentiels. Les États-Unis ont progressivement délocalisé une grande partie de leur industrie. Pourquoi fabriquer des vêtements, des composants électroniques, des médicaments, des pièces d'armes quand on peut les importer de pays à bas coût? Le pays se spécialise dans le design, la finance, la technologie, mais dépend de chaînes d'approvisionnement mondiales pour beaucoup de choses indispensables. Ça rappelle l'Espagne qui importait tout avec son argent au lieu de produire chez elle. Tant que les flux commerciaux fonctionnent, ça va. Mais que se passe-t-il si la géopolitique se tend, si des blocs se forment, si certains pays décident de réserver certains produits à leurs alliés ou d'exiger d'autres monnaies que le dollar? La puissance qui a sacrifié sa base productive pour le confort à court terme devient vulnérable. Étape 5, déclin social. C'est l'étape la plus visible au quotidien, celle que tu peux ressentir même sans t'intéresser à la macroéconomie. Perte de confiance dans les institutions, polarisation politique extrême, hausse de la criminalité dans certaines villes, crise des opioïdes et des drogues, explosion des sans-abri, chute de la natalité, sentiment d'impuissance collective, infrastructures qui vieillissent, impossibilité de se mettre d'accord même sur des projets évidents. Dans tous les empires en fin de cycle, on voit la même chose. Les élites se replient, les classes moyennes s'inquiètent, les jeunes ne croient plus au récit national comme avant. Les États-Unis ne sont pas un pays effondré, mais beaucoup d'indicateurs de santé sociale clignotent en rouge. Comme l'Espagne au XVIIe siècle, comme la Grande-Bretagne après 1945, comme l'URSS dans les années 80, on voit apparaître ce mélange étrange de puissance militaire et de fragilité intérieure. Certains analystes résument la situation ainsi. Les États-Unis ont déjà validé les étapes 1 à 5. Il ne leur reste plus qu'à perdre le privilège du dollar et à subir un choc brutal comme les autres empires. Dans la troisième partie, on va parler justement des 2 dernières étapes, la perte du statut de monnaie de réserve, puis l'effondrement rapide. On va voir les scénarios possibles. Est-ce vraiment inévitable? Est-ce que ce cycle peut être ralenti, transformé ou même brisé? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, là où tu vis, que tu sois en Europe, en Afrique, en Amérique latine ou au Canada? Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de la minorité qui veut comprendre la mécanique, pas seulement réagir au titre. Abonne-toi, laisse un commentaire avec ton pays et ton ressenti, et on passe à la dernière partie. Les 2 dernières étapes, et si le prochain empire c'était le tien, on arrive aux 2 dernières étapes du schéma, celles dont personne ne veut vraiment parler, parce qu'elles obligent à regarder en face un scénario que la plupart des gens jugent impossible. Étape 6, perte du statut de monnaie de réserve. Pendant des décennies, le dollar a été la colonne vertébrale du système mondial. Commerce international en dollars, dette mondiale en dollars, matières tout premières en dollars. Ça donne un avantage gigantesque. Tu peux t'endetter dans ta propre monnaie, imprimer ce que le reste du monde doit utiliser, exporter du papier et importer des biens réels. Mais ce statut n'est pas un droit divin, c'est un contrat de confiance. Et comme tout contrat, il peut évoluer. Les signes de fissure sont déjà là. Pays qui commercent en d'autres devises, banques centrales qui augmentent leurs réserves d'or, blocs régionaux qui testent des systèmes de paiement alternatifs, alliances économiques qui cherchent explicitement à réduire leur dépendance au dollar. Pour l'instant, le dollar reste la référence. Mais l'histoire nous dit que les changements de monnaie dominante ne se font pas progressivement et gentiment. Ils se produisent souvent dans des contextes de crise, de guerre, de rupture, quand les créanciers, les alliés, les investisseurs décident qu'ils préfèrent diversifier, puis se détacher, le mouvement peut s'accélérer très vite. À ce moment-là, ce qui était un atout se transforme en boomerang. Les dollars qui étaient stockés à l'étranger reviennent, la valeur de la monnaie se dégrade, les importations deviennent plus chères, les taux d'intérêt doivent monter pour retenir les capitaux. La situation intérieure devient beaucoup plus difficile à stabiliser. Étape 7, effondrement brutal. C'est la partie la plus contre-intuitive. On imagine souvent qu'un empire décline lentement sur des siècles, comme une vieille maison qui se dégrade. En réalité, la phase finale est souvent rapide.
L'URSS s'est effondrée en moins de 3 ans après la chute du mur de Berlin. L'Empire britannique a perdu son empire en une vingtaine d'années, après 1945. L'Espagne est passée du statut de superpuissance à celui de puissance secondaire en une poignée de décennies. Pourquoi si vite? Parce que tout est lié. La monnaie, la dette, l'armée, les alliances, la confiance intérieure, la cohésion sociale. Quand la monnaie déraille, la dette devient insoutenable. Quand la dette devient insoutenable, l'État perd sa capacité à maintenir ses engagements, à payer ses troupes, à garantir les services de base. Quand ça déraille à l'intérieur, les alliés doutent, les adversaires testent les limites. Et à un moment, le système bascule. De l'extérieur, ça ressemble à un effondrement soudain. De l'intérieur, c'est simplement le point final d'une équation ignorée trop longtemps. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis vont forcément suivre exactement le même chemin? Pas forcément. L'histoire n'est jamais une photocopie. Elle rime, elle se répète, mais chaque cycle a ses spécificités. La technologie a changé, les blocs géopolitiques ne sont plus les mêmes, la démographie mondiale est différente, les outils de contrôle et de communication ont évolué. Mais le cœur du message, lui, ne change pas. Tu ne peux pas t'endetter sans limite, tu ne peux pas vivre uniquement de ton statut passé, tu ne peux pas imprimer de la monnaie éternellement sans conséquence, et tu ne peux pas ignorer les signaux sociaux indéfiniment. La vraie question, ce n'est pas est-ce que l'Empire américain va tomber demain matin? La vraie question, c'est qui va payer la note de cette trajectoire? Et là, la réponse est rarement les élites qui ont pris les décisions. Ce sont souvent les classes moyennes, les épargnants, les jeunes générations, les pays dépendants du système qui s'effondre. Et c'est là que tu entres dans l'histoire. Peu importe où tu vis, en France, en Afrique francophone, au Québec, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, la fin possible d'un cycle impérial centré sur le dollar va forcément te toucher. Par l'inflation, par l'emploi, par les taux d'intérêt, par l'instabilité politique, par des réformes imposées dans la précipitation. Le but de cette vidéo n'est pas de dire tout est perdu, c'est fini. Au contraire, plus tu comprends tôt où on en est dans le cycle, plus tu peux te préparer, adapter tes choix, ta façon d'épargner, de travailler, de te former. La seule chose vraiment dangereuse, ce n'est pas le cycle lui-même, c'est de rester dans le déni, comme les empires avant nous. Si cette vidéo t'a aidé à voir le tableau d'ensemble, fais 2 choses. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que dans les prochaines vidéos, on parlera des scénarios concrets. Que faire en tant qu'individu dans un monde où le centre financier se déplace? Comment penser l'épargne, le travail, la localisation? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que le cycle peut être inversé ou est-ce que tu penses qu'on est déjà trop loin dans la séquence? Les réponses au futur ne sont pas cachées dans des prévisions magiques. Elles sont écrites dans le passé. Et ici, on va continuer à lire ce passé pour comprendre le monde qui arrive.